Les gens des cafés cacao, je leur disais toujours, je dis, vous là, un jour on va vous arrêter. Mais quand je leur parle comme ça, les gens croient que je m'amuse. Je dis, mais un jour on va vous mettre en prison. Parce que tout le monde dit que vous mangez l'argent, on va vous arrêter. Il dit, ah, président, non, ça, les gens disent ça parce qu'ils sont contre nous, ils sont jaloux. Je dis, moi je ne sais pas ce que vous faites, mais tout le monde dit ça. Un jour on va vous arrêter. Ils ont fait ça jusqu'à, on les a arrêtés. Ils ne m'ont pas écouté, on les a arrêtés. Le scandale financier sur les cartes nationales d'identité et les passeports. La position officielle du gouvernement, à travers son porte-parole, se réjouit du travail de la Cour des comptes. La Cour des comptes a été applaudie par le président Alassane Ouattara. Et vous allez comprendre, ce sujet qu'on est en train d'aborder est très important. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, s'est félicité du travail abattu par la Cour des comptes dans un rapport où cette institution a épinglé certaines structures dans leur gestion, notamment l'ONESI et SNEDAI. Je veux me féliciter de ce que le chef de l'État, dans le cadre de la consolidation de notre démocratie, dans le cadre de l'application des règles de bonne gouvernance, a doté notre pays d'institutions qui marchent, a doté notre pays d'institutions qui fonctionnent. Je voudrais surtout me féliciter que la Cour des comptes fasse son travail, qu'elle fasse bien son travail. C'est réjoui le jeudi 4 janvier 2024, Amadou Koulibaly, après un conseil des ministres, le 1er de l'année 2024. Pour le porte-parole du gouvernement, le chef de l'État a vu juste en mettant en place cette institution. En définitive, nous nous rendons compte que ce ne sont pas des institutions qui n'ont pas d'utilité, qui seraient budgétivores, a-t-il déduit. Pour lui, et dans le cadre de la consolidation de la démocratie, toutes ces institutions ont leur place et chacune d'elles fonctionne. Quant aux structures interpellées par le rapport de la Cour des comptes, poursuit le ministre, elles auront l'occasion de répondre. Le rapport de la Cour des comptes a une destination et vous pouvez imaginer qu'à la suite donc de ce rapport, il y a forcément des réactions qui seront adoptées, dans les réponses adéquates qui seront données, a-t-il précisé, avant de conclure que nous avons des institutions qui marchent, qui sont solides, qui sont capables de juger le travail de l'exécutif. C'est un contrôle, mais il faut s'en féliciter. Je fais remarquer que c'est des instruments mis en place par le chef de l'État qui apportent un regard sur la gestion de l'État. Je pense que c'est à saluer. Presse Côte d'Ivoire. C'est moi qui suis l'homme le plus heureux parce que quand ce résultat est sorti, avant le Conseil des ministres, allez reprendre nos émissions, avant le Conseil des ministres, j'ai dit ici que je soutiendrai le président Ouattara jusqu'au bout. Et j'ai dit ici que ce qui est fait de mémoire d'homme, c'est quelque chose. C'est une nouvelle institution qui vient de naître. Mais Ouattara vient de nous dire ce que j'ai fait dans les 1001 pays pour redresser leur économie. Il est temps maintenant que je l'applique à mon pays. Mais avant d'en arriver à tout ça, aujourd'hui on se rend compte que en Côte d'Ivoire, toutes les institutions fonctionnent. Le président de la République dirige le pays. Le président de la Cour constitutionnelle statue sur les lois. Le ministre de la Défense fait son travail. La Cour des comptes fait son travail. Apollo fait son travail. Chérif Ousmane fait son travail. M. Wagondo fait son travail. Etc., etc. Le ministre de la Communication communique. Les délégués délèguent. Ainsi de suite. Les administrateurs administrent. Ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux dire? Les enseignants enseignent. Les policiers protègent. Les militaires protègent. En fait, je suis en train de faire dans du comique pour faire rire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une Côte d'Ivoire où chacun joue son rôle. Là, on n'est pas encore rentré dans est-ce que chacun joue bien son rôle ou il ne joue pas bien son rôle. Mais au moins là, contrairement au gouvernement précédent, chacun joue son rôle. Ça, il faut retenir que dans une démocratie, c'est très important. Dans une démocratie,
quand chacun joue son rôle, c'est déjà un facteur de stabilité. C'est la stabilité des institutions, mais aussi du pays. Et deuxième chose qu'il faut retenir, c'est maintenant, puisque chacun joue son rôle, c'est là maintenant qu'on peut essayer de se poser la question, est-ce qu'ils font bien leur travail ou est-ce qu'ils font mal leur travail? Et donc, quand tu fais ton travail, forcément tu vas produire un résultat. Et quand tu produis un résultat là, quand c'est pas bon, on te dit en démocratie c'est pas bon. Et quand tu fais ton travail, que c'est bien là, on n'a pas d'autre choix que de te dire que c'est bon. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce la confiance au niveau de nous qui sommes les populations. Ça nous met en confiance pour dire que vraiment notre pays là, il y a des dirigeants qui savent où ils veulent aller avec nous et qui ont à cœur de nous envoyer vers un destin qui peut nous arranger nous tous. Et ça, c'est très important. C'est ce qui manque. Parce qu'en Afrique, on a soit affaire à des gestions claniques ou bien à la dictature. Et donc, si vous me comprenez bien, au lieu qu'on soit en dictature, au lieu qu'on soit dans une gestion clanique, on se retrouve dans une gestion démocratique. Est-ce que tout est parfait? Non. Mais on dit bien que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en essayant de pratiquer comme le gouvernement actuel le fait qu'un jour, on va arriver à bien faire comme les Occidentaux. Et donc, c'est un signal fort pour dire à ceux qui le disent que la démocratie occidentale n'a pas marché. Le président Ouattara vous dit que la démocratie occidentale marche quand on a un exécutif qui fait son travail et qui impulse cette dynamique-là au bas de l'échelle. Et ça, c'est très important. Et donc, un exemple, c'est un gouvernement qui met en place une Cour des comptes pour juger le fonctionnement des instruments de l'État. Quand on dit les instruments de l'État, là, ça veut dire tout ce que le gouvernement met en place là. Le gouvernement même crée une institution pour vérifier. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui crée les conditions pour se juger lui-même. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Parce que ça, quand on va arriver à la conclusion, vous allez comprendre tout. Depuis quand vous avez vu un voleur aller se déclarer à la police pour dire « j'ai volé, je suis venu pour que vous me condamnez ». Depuis quand vous avez vu un malfrat aller à la gendarmerie pour dire « je suis un dur à cuire, vraiment mettez-moi en prison ». Depuis quand vous avez vu un brigand aller au tribunal pour reconnaître de lui-même que sa vie est peu honorable. Et donc posez-vous la question de savoir, depuis quand vous avez vu un gouvernement en Côte d'Ivoire en train de créer des instruments, leur donner les moyens pour qu'on puisse juger le gouvernement? Chers Ivoiriens, depuis quand vous avez vu un président en Côte d'Ivoire mettre une institution en place pour dire, même si moi-même j'agis mal, jugez-moi? La première fois, c'est avec le président Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara était un voleur, Alassane Ouattara était un voleur qui a créé la police et qui se déclare lui-même à la police. Si Alassane Ouattara était un brigand, Alassane Ouattara était un brigand qui allait lui-même se déclarer à la gendarmerie. Si Alassane Ouattara est un malfaiteur, Alassane Ouattara est allé lui-même, il a créé le tribunal et puis il a demandé au juge de le juger. En d'autres termes, est-ce que le président Alassane Ouattara peut créer la Cour des comptes pour se condamner lui-même pour faire plaisir aux opposants ivoiriens? Voilà le fond de la question. Est-ce que le président Ouattara peut créer la Cour des comptes et se mettre dans la forfaiture, dans les choses malhonnêtes, ou bien se faire entourer de personnes malhonnêtes, et puis maintenant permettre aux opposants ivoiriens de lui coller une étiquette qui ne va pas? Si je pose toutes ces questions-là, c'est pour que les gens qui ont un esprit, qui veulent comprendre, comprennent. Un homme normal, là, même quand tu enlèves ton cerveau et puis tu laisses ton cerveau partir en vacances et puis toi-même tu restes là, tu ne luttes jamais contre tes propres intérêts. Et donc, pourquoi la Cour des comptes a été créée? C'est pour atteindre des enjeux plus grands, mais c'est pour aussi imposer une nouvelle réalité dans le fonctionnement politique en Côte d'Ivoire. Moi, ce que je vous dis là, après tout le monde aura l'occasion de venir dire que c'est faux. Et c'est ça même que je recherche. Aujourd'hui, les enjeux sont au niveau local, c'est-à-dire à l'intérieur de la Côte d'Ivoire,
On veut changer carrément le fonctionnement politique. Parce que les gens viennent en politique en Côte d'Ivoire pour devenir milliardaires. En 3 mois, 4 mois, on vient en politique et c'est une course à la richesse, au vol des deniers publics pour devenir riche. C'est ça la politique en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara dit, après 11 ans, 12 ans de gestion, la Côte d'Ivoire des années 60, jusqu'à maintenant, qui a toujours vécu dans le désordre économique, à partir de maintenant, c'est fini. On ne va plus venir faire la politique pour devenir riche et puis compromettre la vie des Ivoiriens. Donc là, les Blancs, le FMI, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, ils disent, ah Ouattara, vraiment si ce n'est pas toi Alassane Ouattara, on ne peut pas faire ce combat-là. Parce que tu as l'intelligence de ça. Aujourd'hui là, politiquement parlant, tu as la puissance de ça. Parce que nous, on est là pour te soutenir. Nous, les grandes institutions du monde, on est là pour te soutenir. Donc, aide-nous à mettre une nouvelle mentalité dans la classe politique ivoirienne. Tu es le seul homme qui peut faire ça. Et une fois que tu auras fait ça, c'est comme si tu as créé une école. Et pour réussir cela là, c'est qu'on voulait cacher aux Ivoiriens avant. Le fonctionnement des fonds, la gestion des fonds là. Il faut mettre la Cour des comptes en place. Nommer des gens et puis tu vas frapper comme il faut. Voilà la réalité que je suis en train de vous expliquer. Et donc, contrairement à ce que les opposants veulent vous faire croire, pour dire que Ouattara et son groupe ont volé de l'argent et que le pays va mal à cause du régime Ouattara, et qu'aujourd'hui, Ouattara, parce que ce qu'ils veulent, c'est nous ramener sur leur terrain pour dire que mais finalement le régime Ouattara n'a pas été mieux que le régime de Bédié, de Gbagbo et autres qui ont beaucoup volé. C'est dans ce jeu-là qu'ils veulent nous ramener. Mais vous vous trompez grandement. Les enjeux sont à un niveau international. Ce sont les effets secondaires que vous voyez là, en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire de demain qu'on est en train de construire. C'est la Côte d'Ivoire dans 50 à 30 ans, 10 ans qu'on est en train de construire. Ou quelqu'un, quand il va venir, même quand il va prendre 10 francs là, tu sais que tôt ou tard, on va découvrir et on va savoir ce que tu as fait. Donc les opposants qui sont dans l'euphorie et qui sont dans les spéculations sur la toile ou bien dans le petit monde des opposants ivoiriens, vous feriez mieux de vous demander jusqu'où la Cour des comptes irait. Parce que la Cour des comptes, si vous ne le savez pas, a aussi la capacité d'enquêter sur les gestions antérieures. Ça veut dire les gestions passées là. Quand ils vont finir avec Ouattara là, ils peuvent aussi se saisir de pour vous. Et comme les gens de Ouattara ne sont pas bêtes, est-ce qu'eux vont accepter de se mettre une balle dans la tête et puis vous allez rester tranquille? Donc votre tour aussi arrive. Et donc votre joie, c'est une joie de courte durée. Ça, je préfère vous dire la vérité. Depuis que vous êtes là, les gens ne vous disent pas tout ça. Hein. Mais moi, ce que je vous dis là, asseyez-vous et puis regardez seulement. Ouattara et puis ces ministres là, c'est pas eux qui constituent la Côte d'Ivoire. Quand ils vont finir de faire les résultats de la Cour des comptes là, quand ils vont commencer pour vous là, ne fuyez pas, mais ne parlez pas de chasse à sorcières. Hein. Il faut que vous soyez heureux comme vous êtes heureux en ce moment. Et là, comme ça, tous les Ivoiriens seront mis au même niveau d'égalité et la leçon va bien passer. Avant de dire aux autres de faire quelque chose, toi-même là, il faut faire. C'est pourquoi Ouattara commence d'abord sur l'exécutif. Mais quelqu'un qui peut se juger lui-même, est-ce qu'il peut être incapable de juger les autres? C'est la question qu'il faut vous poser. Et donc, mon analyse va se porter sur 4 points. Mon analyse va parler du PDCI. Mon analyse va parler du PPACI. Et mon analyse va se terminer avec une conclusion sur cette affaire, avec des preuves palpables à l'appui, basées aussi sur des faits historiques, pour que pour une fois les Ivoiriens comprennent définitivement de quoi il est question, et on puisse être serein, et on puisse aller dignement de l'avant. Et donc avant de commencer, la première partie de mon intervention, ce n'est pas moi-même qui parlerai, ça serait Saïd Penda. Saïd Penda a décrit, a fait l'état des lieux. Il y a des documents qui sont sortis, il y a des faits qui sont là. Et les gens sont dans l'euphorie. Et les gens sautent partout.
Et le gouvernement lui-même a commis des erreurs gravissimes en étant défaillant comme d'habitude dans la communication. Et comme Saïd a fait un beau résumé, et que moi j'ai déjà dit ça ici 1001 fois, Saïd rentre dans les détails, il explique pourquoi être incapable de bien communiquer peut être plus grave même qu'une mauvaise action. Alors qu'il n'y a même pas eu de mauvaise action, mais quand vous communiquez mal, quand vous communiquez en lambeaux, Saïd nous fait le résumé ici pour que les uns les autres puissent s'en rendre compte. Et après cela, donc, je vais tomber dans les différentes strates de mon analyse. Et donc, on écoute ici le résumé que Saïd Penda nous fait avant de pouvoir continuer. Mesdames et messieurs, bonjour. Visiblement, nos autorités semblent n'avoir pas encore pris la juste mesure de l'ampleur de l'impact sur la crédibilité et l'honorabilité de l'exécutif de cette affaire qu'on peut désormais qualifier d'affaire des recettes issues de la confection des passeports et de la carte d'identité ivoirienne. Cette affaire a pris une ampleur aujourd'hui en réalité telle que ce n'est plus uniquement l'opinion ivoirienne qui s'en préoccupe. J'en veux pour preuve le fait que mercredi et jeudi, j'ai été contacté par un très haut cadre d'une des deux institutions de Bretton Woods depuis le siège à Washington et par un ambassadeur des pays membre du Conseil de sécurité. Vous entendez, non? Il dit les institutions de Bretton Woods, les institutions du monde. Lui, il a été contacté. Si vous vous souvenez, avant le Conseil des ministres, allez reprendre nos émissions. C'est que je répète les mêmes choses. Vous entendez, non? Moi, je n'ai pas dit que j'ai été contacté. Mais lui, il vous dit qu'il a été contacté. Mais pourquoi il a été contacté? Posez-vous bien la question. Et faites le lien avec ce que je suis en train de vous dire. Président en Côte d'Ivoire, tous deux voulaient connaître à travers le journaliste d'investigation indépendant que je suis, les informations que je détenais sur cette affaire qu'ils trouvent intrigante, mais sur laquelle ils souhaiteraient avoir plus d'informations. C'est donc dire si l'affaire est suffisamment grave pour que nos autorités ne nous servent pas cette espèce de communication approximative à laquelle nous assistons en ces moments, notamment à travers le communiqué publié jeudi 4 janvier 2024 par le ministre du Budget et celui de l'Intérieur. Car il est ici question d'allégations tendant à laisser penser que le gouvernement aurait siphonné, voire détourné simplement une partie des recettes de l'État. Ce n'est pas un vulgaire opposant qui le dit, qui fait ces allégations, mais ces allégations viennent d'une institution de la République, la Cour des comptes. Ce n'est donc pas une affaire banale qui pourrait être prise avec une certaine légèreté. On peut relever dans cette affaire la désinvolture avec laquelle le ministre du Budget au moment des faits, M. Moussa Sanogo, pour ne pas le citer, a répondu au complément d'information de la Cour des comptes qui cherchait à comprendre comment il se fait qu'il n'apparaît que 792 000 francs CFA au titre des recettes issues de la confection des passeports et des cartes d'identité dans un pays où, par ailleurs, il faut le préciser, on en confectionne plusieurs dizaines de milliers par an. Monsieur Sanogo, à cette requête du gendarme de l'exécution du budget de l'État, a répondu qu'il ne pouvait pas dire avec exactitude où se trouvait le reste des recettes issues de cette activité. Le ministre a fait preuve ici d'une forme de mépris inacceptable et qui est à l'origine de ce qu'il est désormais juste de qualifier de scandale de détournement des deniers publics par le gouvernement, alors qu'il n'en est peut-être rien. La deuxième chose qu'on peut remarquer dans cette affaire, c'est que le rapport
qui fait aujourd'hui l'objet de tous les commentaires, a été publié en août 2023. Oui, vous m'avez bien entendu, août 2023. Effectivement, ce que Saïd dit est vrai, août 2023. Et si vous vous souvenez très bien, parce que ceux qui sont dans l'euphorie et autres, c'est votre problème. Et vous pouvez dire ce que vous avez à dire. Mais si vous vous souvenez très bien, je viens de mettre le lien d'une vidéo que j'ai réalisée, c'était en octobre. Mais comme les gens ne veulent pas comprendre, et les gens sont dans leurs émotions, depuis septembre, quand on a reçu le document, on a commencé à remuer la Cour des comptes. Et allez prendre cette vidéo-là et puis vous écoutez. Je viens de mettre le lien en face de vous. Je suis en train de vous dire que tout ce qui se passe là, on savait. Mais chaque chose a son temps. Et donc, ce qu'on vous dit ici là, on ne parle pas dans le vide. Et je confirme ce que Saïd dit, c'est depuis août que le rapport est sorti, août 2023. Et moi, je vous dis que j'ai fait une vidéo en octobre. Voilà, j'ai mis le lien en face de tout le monde. Ça y est, là, le lien est là, vous pouvez aller suivre. Où je m'attaquais à la Cour des comptes pour lui dire, tu vas continuer à faire ton travail. Et donc, on continue. Ce n'est donc pas une fuite, contrairement à ce que certaines personnes pouvaient penser. Il ne s'agit pas d'une fuite puisque ce rapport existe sur le site de la Cour des comptes depuis plusieurs mois. Le gouvernement a donc eu le temps, depuis août, de préparer une communication proactive, d'informer les gens, d'apporter des clarifications sur un rapport qui, soit dit en passant, comme on l'a vu, met l'exécutif en cause sur bien des points précis. Mais cela n'a pas été fait et il a fallu que l'opposant Mamadou Koulibaly s'en saisisse à travers une publication sur les réseaux sociaux pour qu'aujourd'hui le gouvernement soit dans une communication de justification, ce qui est assez regrettable. Parlons à présent du communiqué publié le jeudi 4 janvier 2024 par les ministères du budget et celui de l'Intérieur, alors que nous sommes désormais dans ce qu'il est convenu de qualifier de communication de crise. Ce document pêche par l'insuffisance des informations au moment où, dans la situation actuelle, on devrait se montrer moins avare en information, donner plus d'explications et se montrer très transparent. Combien l'État a perçu au titre de l'établissement des passeports et des cartes d'identité dans la période auditée? Où se trouve cet argent? Pourquoi ces données n'avaient pas été mises à la disposition de la Cour des comptes lorsqu'elle a sollicité ces informations du ministère du Budget? Toutes ces questions essentielles que des Ivoiriens se posent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et auxquelles même les partenaires techniques et financiers du pays attendent des réponses claires n'ont pas été répondues dans le communiqué, donnant ainsi, à tort ou à raison, l'impression qu'on cache encore des choses. La seule grosse information que l'observateur averti aura remarqué dans ce communiqué, c'est que contrairement à une certaine idée répandue, le marché de la confection des passeports attribué à l'entreprise de l'actuel président de l'Assemblée nationale n'a pas été accordé à ces derniers par le régime du président Ouattara, mais plutôt par le régime de Laurent Gbagbo. C'est le document que je vous ai lu hier là. Et puis j'ai donné les détails là. C'est de ça qu'il est en train de parler. Puisque le contrat a été signé en 2007. Très sincèrement, à notre avis, le ministère du Budget, de même que celui de l'Intérieur, devrait s'inspirer de la communication du ministère de la Justice sur l'affaire des passeports obtenus frauduleusement. Dans cette affaire, le département de la Justice avait produit un document très pédagogique, exhaustif en information et d'une compréhension accessible à tous. Après avoir fait la genèse de l'affaire des passeports obtenus frauduleusement, le ministère avait expliqué les raisons pour lesquelles les coupables ne pouvaient pas être condamnés à des peines plus lourdes, les motivations des relax,
les montants des amendes, la totalité des sommes au titre de ces amendes. C'était là, en réalité, un document d'une extrême clarté et très bien renseigné. Le seul bémol sur cette excellente communication du ministère de la Justice, c'était qu'une fois encore, la communication de l'actuel exécutif a été tardive. Il eût fallu que ce document du ministère de la Justice apparaisse avant que la polémique n'éclate. Malheureusement, le document est venu plutôt en réponse à la polémique qui avait déjà envahi les réseaux sociaux. Pour terminer, nous voulons préciser ici que la communication, comme nous le constatons, reste le ventre mou du régime du président Ouattara. Je dis en passant, qu'en la critiquant, je ne prétends pas pouvoir la corriger, voire faire mieux. Loin s'en faut. Je ne suis pas intéressé par la fonction et je n'ai même pas la compétence pour y prétendre. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire à ces moments précis sur cette affaire des fonds issus. Et donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que Saïd nous dit. Et donc, avant de tomber dans le vif du sujet, comme vous l'avez entendu, le gouvernement mériterait avoir une communication proactive plutôt que de réaction ou défensive, parce que ça tue beaucoup tout le grand travail qui est fait. Et aussi, les détails que je vous avais donnés dans le document hier, il est revenu encore sur ça. Et donc, à partir de ce constat qui est déjà là, où le gouvernement mériterait de mieux structurer sa communication, je vais venir maintenant au premier pied de mon analyse. On voit beaucoup d'opposants très heureux sur la toile, que ce soit le PPACI, que ce soit le PDCI, le FPI. À part le RHDP, tout le monde est content. Finalement, on vient de retrouver les voleurs de la République qui sont égaux au PDCI et au FPI. On vient de retrouver des Ivoiriens qui se comportent comme nous. Voilà la première impression que les opposants ivoiriens veulent donner au monde entier pour dire que le régime de Ouattara n'est pas mieux que le régime de Gbagbo, encore moins celui du PDCI. Et donc que les Ivoiriens seraient tous des corrompus et des personnes fortement ancrées dans la corruption. Et donc vous les voyez aujourd'hui, ils font sortir toute forme de fantasmagorie pour distraire les gens. Mais la seule chose qui manque à tout ce qu'ils disent, puisque ce n'est pas la vérité, ils ne seront jamais capables de vous donner une source. Contrairement à eux, qui ne sont pas capables de donner des sources, parce que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Moi, éclaireur pro-vérité, l'enfant de son père et de sa mère, je me mets en face d'eux pour leur dire que moi, ce que je dis là, non seulement je mets les preuves, non seulement je mets les arguments qui vont avec, mais j'utilise même le passé récent de l'histoire de la Côte d'Ivoire pour dire que nous sommes encore vivants, pour vous dire là, voici ce que Laurent Gbagbo a fait, voici ce que Bédia a fait, voici ce que Félix Houphouët-Boigny a fait. Et c'est l'ensemble de toutes ces turpitudes-là, c'est l'ensemble de tous ces problèmes créés par Bédia, Gbagbo, Gueye, Houphouët-Boigny là. C'est ça Alassane Ouattara vient corriger. Et quels sont ces problèmes? D'abord au PDCI, je dirais ceci. Voyez-vous, c'est facile la critique. Mais dites-moi, qui était le ministre de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire en avril 2007? Vous du PDCI qui criez là, dites-moi simplement, qui était le ministre de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire entre avril 2007 et novembre 2012? Et si vous voulez qu'on spécifie pour être très efficace, puisqu'aujourd'hui, tous les problèmes qu'on voit, c'est le RHDP selon vous. Donc, prenons 2007, là, c'est Laurent Gbagbo qui gouvernait. Jusqu'en avril, le 11 avril 2011, c'était Laurent Gbagbo. Donc, dites-moi le nom du ministre de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire entre avril 2007 et le 11 avril 2011. Le ministre des Finances s'appelait Charles Kofi Dibi. Le ministre de l'économie et des finances s'appelait Charles Kofi Dibi. Charles Kofi Dibi, là, il était dans le gouvernement de Laurent Gbagbo au titre de quel parti? Et il était là-bas, pas n'importe quel ministre, ministre de l'économie et des finances. Donc, est-ce que vous allez dire que lui n'était pas au courant de toutes les malversations qui ont été faites? Répondez d'abord à cette question.
Ça va beaucoup nous aider à comprendre la suite. Mais comme on est encore avec vous, le PDCI, quelles sont les causes qui ont fait que Bédié a chuté? Les causes qui ont fait chuter Bédié, je vais vous donner quelques-unes. Le détournement de fonds de 18 milliards de l'Union européenne. C'est l'un des détournements que les gens montrent. Mais c'est parce que l'Union européenne et les bailleurs de fonds en avaient marre. Ils ont utilisé les 18 milliards, sinon il y a plusieurs autres détournements. Ça, c'était l'une des raisons qui ont fait chuter Bédié. Une deuxième raison qui a fait chuter Bédié, c'est quand Bédié a volé les soldes des soldats revenus de Centrafrique. Les shérifs Ousmane et autres, là, leur groupe, là, ils sont là en mission de stabilisation de la paix en Centrafrique. Quand ils sont revenus, leur argent que l'ONU leur a donné là, Bédié a détourné les fonds là. Comme pour militaires, ça ne reste pas à l'étranger là. C'est ça qui ont fait. Eux, ils ont pris les armes. Mais avant qu'eux ne prennent les armes là, le monde entier avait déjà retiré sa confiance au PDCI. Parce qu'ils avaient trop volé. Comme j'ai évoqué le cas des 18 milliards. Et Tidiane Thiam était dans le gouvernement en ce moment. Et là, on n'a pas entendu quelqu'un parler. On va me dire, mais pourquoi tu prends des méfaits pour comparer à des méfaits? Non, je suis en train de faire l'historique de ce qui a conduit la Côte d'Ivoire pour arriver où aujourd'hui la Cour des comptes est. Et puis je vous ai dit, Ouattara a parlé avec les Blancs, là, et puis ils ont mis cette mesure en place là. Je suis en train de vous expliquer, étape par étape, qu'est-ce qui nous a conduit à ça pour qu'on prenne cette décision-là aujourd'hui. Et donc, il faut que je montre ce que vous avez fait, avec des preuves palpables à l'appui, et pour vous dire que vous devrez vous calmer. Parce que c'est vous qui avez créé tous ces problèmes. Et aujourd'hui, Ouattara seul est obligé de corriger ces problèmes-là. Au lieu d'accuser celui qui vient pour corriger un problème, on doit plutôt rappeler aux malfaiteurs que s'ils n'avaient pas fait ces problèmes-là, la Côte d'Ivoire serait loin aujourd'hui. Mais il faut un homme comme Ouattara pour corriger. Voilà pourquoi vous gueulez. Et vous faites semblant d'avoir oublié l'histoire. Mais on va vous rappeler ce que vous avez fait. Et donc, Bédié va détourner l'argent des soldats, des 18 milliards, plusieurs autres fonds. Et il va utiliser ces détournements massifs-là pour construire Daoukro, Prépresso et puis Koukounandoumi, le village de sa femme. Elle est encore vivante. Il y a les vidéos qui existent où, tellement ils ont volé les biens des Ivoiriens, ils vont aller prendre de l'argent, des billets de 250 pour faire de cela des carreaux. C'était l'extravagance. Entre-temps, les Ivoiriens souffraient. Si les Ivoiriens n'allaient même pas aller laver des chiens pour avoir à manger. Mais Bédié va sortir pour dire, si les Ivoiriens ne sont pas contents, ils n'ont qu'à cultiver du gombo avec des aubergines devant leur porte. Et c'est ça qui va le conduire à sa chute. Et donc tous ces problèmes-là, c'est pas parce que Bédié a quitté que ces problèmes-là sont finis. Les conséquences sont là. Jusque même en 2024, là, les conséquences là sont là. Ce sont ces conséquences-là que Ouattara avec les Blancs, il dit, si ce n'est pas toi Ouattara, personne ne peut corriger là. Ce sont ces conséquences-là que Ouattara il dit, bon, moi là, je suis le gangaba, je vais corriger. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de penser qu'on a oublié que c'est vous les malfaiteurs. Mais Bédié n'est pas le seul coupable. Félix Houphouët-Boigny est celui-là même qui a installé cette culture du désordre économique en Côte d'Ivoire. Au point qu'en 90, à force de laisser les grilleurs d'arachide, en Côte d'Ivoire, les grilleurs d'arachide, comme je l'ai dit, c'est ceux qui viennent en politique juste pour brasser des milliards. Et le premier des grilleurs d'arachide s'appelle Henri Konan Bédié. En 1968, quand il sera nommé comme ministre des économies et des finances, qu'est-ce qu'il fait? Henri Konan Bédié détruit le travail de M. Raphaël Salaire. J'ai déjà expliqué Raphaël Salaire. J'ai dit que c'est lui qui a construit la nouvelle économie de la Côte d'Ivoire. Et qui a remis l'économie, qui a créé de toutes pièces. C'était un Martiniquais. J'ai expliqué ça déjà. Et c'est pourquoi j'ai dit ici, c'est une classe. Si tu ne suis pas, tu ne peux pas comprendre beaucoup de choses. Et donc, on ne peut pas revenir sur certains détails. Et donc, si vous voulez, vous partez regarder celui qui a construit la nouvelle économie de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir l'émission là-bas. Mais en 3 ans, entre 1968, 69, 70, 71,
Bédié a détruit tout ce qui avait été fait. Quand il l'a nommé ministre en 3 ans, il a fait couler le navire économique de la Côte d'Ivoire au point même que Oufoué sera obligé de le chasser du gouvernement. Et n'oubliez pas, il va faire tomber toutes les sociétés d'État. Quand on dit SODE, ça veut dire Société d'État de forêt, SODEFOR, Société d'État de riz, SODERI, SODESUCRE. Venez me dire, comment est-ce que toutes ces sociétés-là ont disparu? Et qui les a fait disparaître? On vous dirait un seul nom, le PDCI et Henri Konan Bédié. Mais, tout ça là, moi je peux dire ça. Je peux crier, je peux tout dire. C'est vrai. Mais, aujourd'hui, vous êtes en amitié avec les pro-Gbagbo. Vous êtes tous opposants aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo a dit de l'état financier de la Côte d'Ivoire quand il prend le pays? Oufoué a été incapable de gérer, il a laissé les grillades d'arachide venir gâter. Entre-temps, il faut signaler que Alassane Ouattara, qui est venu entre 89 et 93, va encore recréer les conditions d'une embellie économique. Ce même Bédié-là, il va dire qu'il y a des pluies, que la pluie tombe, qu'il y a plus de milliards. Ils vont tout détruire, lui avec les Tidjam-Tiam là. Ils vont tout détruire. Venez me dire que ça, c'est pas vrai. S'il vous plaît, mettez les cœurs. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Pour ceux qui le peuvent. Comme je le disais, en 1993, Félix Houphouët meurt. Les mêmes pillages de l'économie qui ont été faits par Bédié quand M. Raphaël Salaire a laissé l'économie intacte et en bonne posture. Bédié, sous le prétexte qu'il y a des pluies de milliards, se faisant appeler Unzueba, il va encore mettre en lambeau l'économie de la Côte d'Ivoire. Tout le grand travail que le président Ouattara avait fait pour faire remonter l'économie ivoirienne de 1989 jusqu'en 1993, Bédié, clamant que ce sont des pluies de milliards, va dilapider tous ses fonds. Est-ce que ce fait historique-là, vous pouvez venir le dégommer? Faites-le. C'est ce que nous attendons. Et donc, il n'y a pas meilleur témoignage que quand deux amis eux-mêmes montrent les limites l'un de l'autre. Écoutez ce que Laurent Gbagbo dira quand lui il a pris le pouvoir en octobre, le 26 octobre 2000 là. Écoutez ce que Laurent Gbagbo dit de la mauvaise gestion du PDCI, de la mauvaise gestion de Félix Houphouët-Boigny, de la culture. Quand je dis Félix Houphouët-Boigny, je veux parler de la culture du grillage d'arachide et de la mauvaise gestion d'Henri Konan Bédié qui est en face de tout le monde et de la mauvaise gestion de Guy Robert, si on veut, dans quelques temps, même s'il n'a pas géré pendant longtemps. Écoutez bien ce que Laurent Gbagbo dit de l'état financier qu'il est venu trouver en 2000. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Est-ce que vous comprenez bien? Tellement Bédié, son régime ont foutu l'économie en l'air là. Ils sont en palabre avec l'Union européenne. Ils sont en palabre avec la Banque mondiale. Ils sont en palabre avec le Fonds monétaire international parce qu'ils ont détourné et tout le monde voit. Ce sont ces exemples-là que je vous ai donnés. Et donc, Gbagbo même là, aujourd'hui, vous vous mettez ensemble pour crier là. Voici ce que Laurent Gbagbo dit. Il dit, quand il est venu le 26 octobre 2020 là, et 2000 là, il dit, il est venu trouver que le PDCI là, ils avaient tellement fait des dégâts économiques qu'il n'y avait plus quelqu'un qui pouvait aller discuter avec le FMI. Il n'y avait plus quelqu'un parmi les Ivoiriens qui pouvait aller discuter avec le Fonds monétaire international, encore moins les institutions de Bretton Woods. Et que c'est la France qui l'a aidé à pouvoir renégocier et rediscuter. Mais si l'économie était bonne et que tout avait été bien fait, et qu'on n'avait pas les grilleurs d'arachide, et qu'on n'avait pas des gens comme les Bédié, les Tidjam-Tiam, est-ce qu'on en serait arrivé là? On réécoute ensemble encore une fois pour progresser. Et donc on interpelle ceux du PDCI de revenir écouter Laurent Gbagbo leur dire que leur gestion a été catastrophique. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000,
et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et donc, vous avez entendu. Ça, là encore, vous allez dire que c'est moi j'ai forcé Laurent Gbagbo pour mettre ça dans sa bouche. Si les choses allaient bien là, est-ce qu'il allait demander que la France l'aide à plaider le cas de la Côte d'Ivoire auprès de l'Union européenne? Mais qu'est-ce que la France allait plaider sur la base des détournements des 18 milliards et des milliards qui ont été faits par le PDCI, sur la base des dilapidations des biens qui ont été accordés par le FMI, sur la base des dilapidations des biens qui ont été faits, de l'argent qui a été fait par la Banque mondiale. Et tout ça, c'était le PDCI. Et donc, il y avait la culture du désordre économique. C'est ça, Alassane Ouattara, là, à travers la Cour des comptes, là, il est en train de chercher à régler en 2024. Là. Ça, c'était pour le PDCI. Comme aujourd'hui, l'affaire, comme si c'était une affaire qui est quittée au ciel, alors que nous autres, on le savait depuis longtemps. Parce que, je le dis, c'est sorti en août. En octobre, moi, j'ai fait une émission où j'ai dit à la Cour des comptes, on ne recule pas. J'ai mis le lien de l'émission que tout le monde peut vérifier. Mamadou Koulibaly prend l'affaire comme si c'était une affaire extraordinaire qui vient de tomber du ciel et que ça s'est passé à quelques jours. Non, non, non. Non, non, non. Et j'ai mis le site même de la Cour des comptes sur ma page. Il y a au moins un bon moment, il y a au moins 2 ou 3 jours que tout le monde peut vérifier. Vous allez retrouver tous ces rapports-là là-bas. Donc finalement, l'impression que Mamadou Koulibaly voulait donner, c'était de se faire une santé politique pour exister politiquement. Monsieur Mamadou Koulibaly, vous avez bien réussi cela. Et je vous dis même bravo d'avoir su exploiter un document pour vous faire du buzz. Mais le temps du buzz ne dure que le temps d'une petite euphorie. C'est le temps du buzz là, c'est 20 secondes. Parce que moi, je vais te mettre en lambeau. Toi, Mamadou Koulibaly, avec PPAC et puis tout le reste des opposants là. Maintenant là, on a fini avec le PDCI. Eux, ce qu'on leur a donné là, ils n'ont qu'à chercher à justifier ça d'abord. Ils n'ont qu'à chercher à prouver que ce qu'on a dit n'est pas vrai et que ça n'a pas existé. Et Laurent Gbagbo vient vous condamner avec l'audio que je viens de mettre. C'est une vidéo. Maintenant, vous les gens du PPACI, là, FPI, tout. Moi, je vous mets vous tous ensemble. J'ai dit, oh, qui était le président de l'Assemblée nationale entre le 22 janvier 2001 et le 12 mars 2011? Je répète, hein, tout ce qu'on dit là, Dieu merci, on n'est pas encore mort. Mais je suis plus garçon que vous. Ma maman est plus femme que vos mamans. Mon papa est plus garçon que vous tous vos papas. C'est pourquoi moi, seul ce que je dis là, vous allez vous plaindre. Ça ne va pas vous plaindre, mais vous ne pouvez pas lever. C'est moi qui dis ça. Qui était le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire entre le 22 janvier 2001 et le 12 mars 2012? Ça fait exactement 11 ans, 1 mois et 19 jours. Quand tu prends 22 janvier 2001 jusqu'au 12 mars 2012, là, ça fait 11 ans, 1 mois et 19 jours. Toi, Mamadou Koulibaly, c'est toi qui étais le président de l'Assemblée nationale. Eh oui, tu étais le président de l'Assemblée nationale. Il faut venir me dire que c'est faux. Tu as passé 11 ans, 1 mois, 19 jours. La première question que j'allais te poser, fais-nous le bilan de ta gestion. Et dis-nous une seule loi que tu as pu voter et qui soit aujourd'hui reconnue par les Ivoiriens comme quelque chose qui a arrangé leur vie. Ça, c'est la première question que je te pose. Avant de chercher à faire du buzz là, il faut chercher d'abord à montrer tes compétences. Parce que le buzz là, c'est comme du vent, ça passe. Mais ce que chacun de nous a fait là, ça reste comme la colle. Et donc voilà un médiocre patenté qui a été pendant 11 ans, 1 mois et 19 jours à la tête de l'institution comme l'Assemblée nationale, où il était le deuxième homme le plus puissant de l'État. Mais lui-même, si tu lui demandes, tu as eu le temps pendant 11 ans, 1 mois, 19 jours, qu'est-ce que tu as fait pour les Ivoiriens? Il va te dire, je n'ai rien fait pour les Ivoiriens. Est-ce qu'un tel individu, quand lui sort pour venir jouer les moralisateurs, est-ce qu'on peut l'écouter? On ne peut pas l'écouter parce que c'est quelqu'un qui est sans bilan, mais c'est quelqu'un même, s'il avait une petite mémoire,
il aura honte de jouer ce rôle dans lequel il veut se mettre. Mais allons plus loin. Par contre, Mamadou Koulibaly, tu n'es pas capable de nous montrer que tu as voté une loi qui peut arranger les Ivoiriens. Mais moi, je suis capable de te montrer que tu as voté des lois qui ont dérangé profondément la vie des Ivoiriens. Je vais te citer 2 ou 3. Toi, Mamadou Koulibaly, là, qu'est-ce que tu penses de la loi sur la rente viagère que tu as fait légaliser pour que l'économie de la Côte d'Ivoire soit systématiquement pillée par les hommes politiques de la Côte d'Ivoire? La loi que tu as fait voter là, il y a la loi 2005-2001 du 16 juin 2005 et son décret d'application numéro 2006-263 du 23 août 2006. Je vous ai dit, toutes les mamans accouchent, mais il y a des enfants, quand ils naissent, on sait qu'il y a un garçon qui est né. Ce que moi je dis là, venez, vous allez dire c'est faux. C'est tout ce qu'on attend, venez dire simplement c'est faux. Tu as été incapable, à 11 ans, 1 mois, 19 jours, de prendre une seule loi pour arranger les Ivoiriens. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire retiendra que toi, Mamadou Koulibaly, tu as été le président de l'Assemblée nationale qui a mis une loi en place pour piller l'économie de la Côte d'Ivoire, où les hommes politiques vont piller l'économie de la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin de leur vie. Et allez voir les combats qu'on a menés sur la rente viagère. La rente viagère, là, c'est la loi la plus injuste qui tue chacun des Ivoiriens. C'est-à-dire que nous autres Ivoiriens, on va toujours payer les impôts. Et ces impôts-là vont toujours aller dans la poche des politiciens jusqu'à la fin de leur vie. Et donc, on venait de catégoriser les Ivoiriens en 2 clans. Ceux qui sont le prolétariat, qui vont travailler et payer les impôts à vie. Et eux, les politiciens, qui vont toujours continuer à vivre parce que même étant dans la tombe, on va continuer à leur payer avec les impôts que nous payons. Et la loi que tu as fait voter, on appelle ça la loi des rentes viagères. Et la loi 2005-2001 du 16 juin 2005 et son décret d'application, c'est 2006-263 du 23 août 2006. Mamadou Koulibaly, il faut aller te repentir pour reconnaître si cette loi des rentes viagères c'est une bonne loi ou si c'est une mauvaise loi. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Mais ce n'est pas tout. Mamadou Koulibaly, tu étais encore président de l'Assemblée nationale. Que penses-tu de la loi ou de l'ordonnance numéro 2009-225 du 24 juillet 2009? Qu'est-ce que tu penses de cela? Où Laurent Gbagbo a signé un document pour exonérer Sénégal de tout droit de taxes et d'impôts, si vous voulez, de payer les TVA. En français, ça veut dire quoi? Mamadou Koulibaly qui vous parle là, il était président de l'Assemblée nationale. Laurent Gbagbo lui dit, écoute, on a un mangement de passeport. Et donc, je vais prendre un monsieur qui s'appelle Adama Bictoro. On va créer une société où moi, Laurent Gbagbo, je suis actionnaire. Mais on met Adama Bictoro devant. Mais comme on a besoin de lois pour légaliser, donc, on va prendre une ordonnance, l'ordonnance numéro 2009-225 du 24 juillet 2009. Et dans ça, on va dire que cette compagnie-là ne doit pas payer de TVA. Cette compagnie, cette agence Sénégal ne doit pas payer d'impôts. Avec aussi les compagnies françaises ne doivent pas payer d'impôts. Ils ne doivent pas payer d'impôts. Là, comme ça, nous autres, on aura beaucoup d'argent. On aura beaucoup d'argent. Parce que quand on va dire aux Ivoiriens qui vont venir pour faire leur passeport là, on va leur dire passeport là coûte 40 000. Maintenant, passeport qui coûte 40 000 là, toi qui es venu faire passeport, toi Ivoirien là, tu vas payer TVA de 15 000. Ça veut dire dans les 40 000 là, il y a 15 000 on va payer comme taxe à l'État. Mais on enlève ça dans la poche de toi l'Ivoirien. Mais, dans la loi que je viens de vous dire là, Laurent Gbagbo dit, ceux qui vont faire
les passeports là, Snedaï et puis Service SAS France, eux là, eux vont pas payer des taxes, ils vont pas payer des TVA. Quand Laurent Gbagbo a pris ces lois là, qui a signé? C'est Mamadou Koulibaly. Parce que la loi là, même si Laurent Gbagbo fait passer, il faut que l'Assemblée nationale en prenne compte. Et donc quand tu sors en 2023 pour venir nous dire quelque chose comme si toi, tu n'es pas au courant de l'affaire, Mamadou Koulibaly, ce n'est pas nous que tu veux blaguer. Mais comme on peut faire sortir la vérité, on va faire sortir la vérité aujourd'hui pour dire aux gens, et tout le monde va comprendre. La loi, c'est l'ordonnance numéro 2009-225 du 24 juillet 2009, signée par Laurent Gbagbo et fait passer dans le journal officiel de l'État de Côte d'Ivoire, avec la bénédiction de toi, Mamadou Koulibaly, où on dit un Ivoirien qui s'en va faire un passeport va payer taxe. Mais la compagnie qui fait là, eux là, sur chaque passeport, ils auront 2000 francs. Et puis les 2000 francs là, on ne va pas justifier. Comme je parlais facile, je vous relis l'article ici. L'article que je viens de vous dire là, la loi d'ordonnance 2009-225 du 24 juillet 2009. C'est Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. C'est Mamadou Koulibaly qui était président de l'Assemblée nationale. C'est eux qui ont signé cette forfaiture-là pour qu'on en arrive à ça aujourd'hui. C'est ce qu'Alassane Ouattara veut corriger avec la Cour des comptes. C'est pourquoi on découvre des choses bizarres dans le document de la Cour des comptes. C'est pourquoi Adama Bictogome n'était pas quand ils ont produit leurs documents, ils disent eux ils ont fait des comptes séquestres, ils ne peuvent pas donner les noms là. Les noms là, moi je vous donne. C'est ZETES, CI, Kobasi et puis Ecobank Côte d'Ivoire. Vous pensez que nous on est bêtes ou nous on boit l'eau dans nos narines? Vous pensez que parce que nous on est là, on est pauvres, donc la Côte d'Ivoire là, nous on ne réfléchit pas? Moi je donne tout. Et donc, je vais lire encore la loi là devant. C'est que Laurent Gbagbo a signé, puis toi, tu as mis ta bénédiction dessus là. Et puis, c'est devenu un problème là. Vous avez voulu cacher. Eux, aujourd'hui, vous voulez prendre ça pour salir Alassane Ouattara là. Moi, je détaille et puis je mets ça en face. Venez me dire que c'est pas vrai. Voilà l'article 5 de l'ordonnance là. Voici ce qu'elle dit ici. Les carnets de passeports ordinaires biométriques à puce électronique produits par l'imprimerie nationale continu et service SAS de France importés par la Société nationale d'édition des documents administratifs et de l'identification SNEDAI sont exonérés de droits et taxes d'entrée ainsi que de TVA. Vous entendez tous. De même, les premiers lots de matériel neuf acquis par le concessionnaire et ses sous-traitants, ZETES Côte d'Ivoire, Kobasi et Ecobank Côte d'Ivoire pour le démarrage de l'opération de production du passeport ordinaire ivoirien sont exonérés des taxes. La liste de ces matériels faisant apparaître avec précision leur coût est déposée par le concessionnaire et ses sous-traitants auprès du ministère de l'Intérieur qui la transmettra au ministre en charge des Finances aux fins d'une autorisation express d'exonération de la TVA. L'activité de production, personnalisation du passeport conduite par le concessionnaire est exonérée des taxes, de TVA. L'activité de production conduite par le sous-traitant et facturée au concessionnaire est également exonérée des taxes. Ces exonérations des taxes TVA sont mises en œuvre par la procédure d'exonération par voie d'attestation. Et donc, ça continue jusqu'à la fin. À l'article 7, le ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée selon la procédure d'urgence insérée au journal officiel de la République de la Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État, fait à Abidjan le 24 juillet 2009, signé par Laurent Gbagbo. Donc, Mamadou Koulibaly, affaire des passeports où vous voulez parler là, voilà ça, voilà la vérité maintenant qui est devant tout le monde. Mais ce qu'il faut dire aux Ivoiriens, c'est que regardez toutes les exonérations de taxes qu'ils ont fait entre eux et à leurs amis français, à leurs compères. Mais toi, Ivoirien, quand tu viens faire ton passeport là, qu'est-ce qu'ils ont décidé sur ton dos? Alors que eux, puis Adama Bictogo là, ils prennent 2000 francs et puis on ne sait pas où ça va là. Il n'y a pas d'impôt dessus là. Il n'y a pas de TVA dessus là. Toi, Ivoirien, quand tu viens faire ton passeport là, on dit c'est 40 000 tu vas payer.
Dans les 40 000 que tu vas payer là, on dit 15 000 francs c'est TVA. On appelle ça droit de timbre. On prend en main dans les caisses de l'État. Ça, il n'y a pas de problème. Quand tu as fini, on dit quand tu veux faire ton passeport, et que ceux qui doivent faire ton passeport là, ils ont besoin de matériel de communication et de matériel informatique. Ils ont besoin d'ordinateurs et autres là. Dans le restant de l'argent là, il reste combien? Quand on enlève, dans 40 000 francs, quand on enlève 15 000, il va rester combien? Donc dans le restant là, ils vont enlever 850. On dit mais les 850 là c'est pourquoi? Ils disent que non, ça c'est le Fonds national de sécurité. Comme on doit utiliser le matériel informatique, le matériel de communication et puis l'équipement de police scientifique là. Donc on enlève 850 dedans. Il n'y a pas de problème. Après encore, ils disent encore, ils vont enlever 150 encore dans l'argent restant là. On dit mais pourquoi? Ils disent non, qu'ils ont créé un comité de négociation et de suivi. Et que pour que ce comité-là fonctionne là, il faut qu'on prenne les 150 là. Sur chaque personne qui fait le passeport, on leur remet ça. On dit il n'y a pas de problème. Après encore, ils reviennent, ils disent non, non, non. Il faut qu'ils enlèvent encore 6 453 francs CFA. On dit mais pourquoi? Ils disent non. Vous voyez le passeport là, c'est comme un carnet, non? Et puis il y a plus dedans, non? Donc là, c'est ça qui fait que c'est 6 453 francs là. Donc il faut qu'on enlève ça encore dedans. On dit ok. Après encore, ils reviennent, ils disent encore, il faut qu'eux, ils enlèvent encore 2000 francs dedans. On dit, mais les 2000 francs là encore, c'est pourquoi? Ils disent, ah, ok, les 2000 francs là, quand on va finir de faire passeport là, il faut qu'on contrôle. Il faut qu'on s'assure que la sécurité est là. Donc ça là, les 2000 francs là, vous allez payer. Ok. Après encore, ils disent qu'il faut qu'ils enlèvent encore 3572 francs CFA sur chaque faiseur de passeport. On dit, mais tout ça là, ils disent oui, ça c'est pour le logiciel de gestion et de sécurité. On dit, on ne comprend pas, mais on accepte. Après encore, ils reviennent, ils disent encore, il faut que tu paies encore 4730 francs CFA. On dit, mais pourquoi? Ils disent, c'est pour l'équipement de production et d'enrôlement. Ça, c'est pour faire ton enrôlement. Ah! On dit, mais après ça encore, il y a quelque chose. Ils disent, oui, il y en a encore. Ils disent encore, quand tu viens pour faire ton passeport là, tu sais qu'aujourd'hui, c'est Internet, non? Tu sais qu'aujourd'hui, on a besoin de réseau, non? Donc là, tu vas payer frais de connexion et puis coût de liaison. C'est-à-dire, frais de connexion, tu payes. Et puis maintenant, quand tu as mis connexion là, celui qui va faire le travail là, on appelle ça coût de liaison. Tu vas payer 1253 francs, 1235 francs CFA pour cela. On dit, ok, comme on n'a plus le choix là. Mais est-ce que c'est pas encore fini? Ils disent, non, 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 c'est pas encore fini. Comme là où tu vas venir faire ton passeport là, c'est maison. Et puis il y a le matériel dedans. Tu vas payer. Maison qui est bâtiment équipé là, tu vas payer. Construction des bâtiments équipés, tu vas payer. Tu payes 1826 francs CFA pour cela. On dit, hé, vous n'allez pas arrêter. Il dit, non, 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 qu'il y a un dernier qui reste. Ils disent, il y a les frais financiers imprévus et plan de communication. Ça veut dire, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on prend 2184 francs CFA. Ça, c'est les frais financiers imprévus et les plans de communication. Donc, et après ça, les concessionnaires, Schneider là, eux prennent 2000 francs et puis ils mettent dans leur poche sur chaque faiseur de passeport. Et ils ne payent pas de droit de TVA dessus. Mais toi, le citoyen lambda, regarde le nombre de taxes qu'on t'a collé. C'est cette supercherie qui a été découverte. Et Alassane Ouattara est la meilleure personne pour corriger cela. C'est de cela qu'il est question. Et c'est toi, Mamadou Koulibaly, qui a fait signer, voter et publier dans le journal officiel. Mais comment se fait-il qu'en 2024, tu viens ici, nous reprendre la même chose? Voilà le criminel qui veut se moquer des victimes. Tu veux venir jouer ici les personnes qui n'ont rien fait et qui veulent informer les Ivoiriens. Mais il faut les informer du travail que tu as fait. Il faut les informer que c'est Laurent Gbagbo qui a signé la loi. Il faut les informer qu'il y a eu du copinage entre eux et puis Adama Bictogo. Ça là, la vérité, c'est la vérité. Et donc là, c'est ça on va corriger. Voilà. Et donc, si on s'est bien compris, je crois que tu as reçu une petite dose. Mais considère ça comme une dose homéopathique. Parce que j'en ai des tonnes à te donner, si tu en veux. Et ça, là, vous, les militants RHDP, là, vous n'avez même pas la capacité d'être courageux pour défendre une vérité simple, là. Ce travail que je viens de faire, là,
Il y a qui pouvait faire ça si ce n'est pas la classe éclaireur pro-vérité? Et c'est de cela qu'il est question. Pas de spéculer, pas de jaser, pas de fantasmer dans le vide. Il faut avoir du concret dans la tête. C'est de cela qu'il est question. Et c'est là qu'on sait qui est vrai communicant et qui est faux communicant. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que Malou, lui, n'est qu'un petit, il n'est qu'un menu fretin. On a donné pour le PDCI, on a donné pour Mamadou Koulibaly avec son FPI. Mais Laurent Gbagbo, on ne va pas s'arrêter là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pillé l'économie de la Côte d'Ivoire plus que Laurent Gbagbo et sa bande? Qui sont ceux qui ont vendu les patrimoines immobiliers de la Côte d'Ivoire? J'ai déjà fait une émission sur ça. Vous partez sur la page YouTube, vous allez voir. Laurent Gbagbo et sa bande avaient vendu toutes les maisons des ambassades de nos pays en Europe. Qui sont ceux qui ont fait le détournement à la BCAO? C'est vous. Qui sont ceux qu'on appelait les refondateurs, qui ont payé les RAV4, la débauche, la luxure? C'est encore vous. Mais avec quel bilan? Vous n'avez même pas pu faire 1 mètre de goudron pour les Ivoiriens. Et donc toujours dans la forte gueule. Mais ça n'intéresse plus les Ivoiriens. Des nullards comme vous, des médiocres, des défaillants comme vous, tellement défaillants qu'ils sont fiers de brader l'économie de la Côte d'Ivoire à la France. Est-ce que ce n'est pas toi, Laurent Gbagbo, qui a donné 3 millions de dollars américains à Chirac pour sa campagne électorale? Pendant que les Ivoiriens Yopougon t'ont demandé qui ils ont fait, mais tu les as abattus. Toi, Laurent Gbagbo, les faits sont là, tu les as abattus. Mais tu as pris 3 millions de dollars. Je crois approximativement, ça va faire 1 milliard 500 millions. Tu as donné ça à Chirac pour sa campagne. Alors que les Ivoiriens te demandaient de leur donner à manger, tu as refusé. Tu as dit aux fonctionnaires ivoiriens que toi, tu n'as pas d'arbre à produire et des salaires. Mais tu as pris l'argent des Ivoiriens, tu allais donner ça à Chirac pour sa campagne. Parce que tu préférais plaire à l'Occident, que tu critiquais dans la journée, mais la nuit, tu pliais la queue entre les jambes pour faire tout ce qu'il voulait. Et donc, ici, voici ce que tu faisais dans l'ombre, mais qui est ressorti au grand jour. Cet homme vient de lâcher une bombe, des révélations 40 fois supérieures à la cassette Mairie, dit-il. Robert Bourgi a effectivement tout balancé, tout ce qu'il sait sur 25 ans de pratiques occultes entre la France et l'Afrique, au cœur desquelles reviennent 2 noms, Chirac et Villepin. Il s'est confié au journal du dimanche. Il n'y avait jamais moins de 5 millions de francs, cela pouvait aller jusqu'à 15 millions. Je me souviens de la première remise de fonds en présence de Villepin, l'argent venait du maréchal Mobutu, président du Zaïre, c'était en 1995. Il m'avait confié 10 millions de francs que Jacques Foccart est allé remettre à Chirac. Foccart, l'ex-secrétaire général de l'Élysée du général de Gaulle, chargé des affaires africaines, va tout apprendre à Bourgi, alias M. Chambertin. Il reprendra le flambeau à sa mort. Dominique de Villepin est un ami de longue date. Après l'élection de Jacques Chirac, leurs relations se dégradent, mais les valises d'argent poursuivent leur va-et-vient, notamment lors de la campagne présidentielle de 2002. D'après Bourgi, 5 chefs d'État africains, dont Laurent Gbagbo et Omar Bongo, auraient été très généreux avec Mamadou, le nom de code de Villepin. Pendant des années, des liasses de billets auraient été acheminées, cachées dans des coffres de voitures ou dans des tambours africains. Bonjour Robert Bourgi. Bonjour. Dans le livre que publient Laurent Gbagbo et François Maté, vous êtes à nouveau dépeint comme une éminence grise de la France-Afrique et vous auriez, selon Laurent Gbagbo, tenté de le faire cracher au bassinet, c'est l'expression qui est employée, afin que le président ivoirien participe au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Est-ce vrai? Le mot cracher au bassinet est un peu violent, un peu vulgaire. Comment cela s'est-il fait? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eu avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et cela s'est fait... Vous avez entendu, non? Les Blancs à qui il a pris votre argent pour aller donner là, comment ils faisaient ça? Ils prenaient l'argent des Ivoiriens qui ont faim à Yopougon, ceux qu'ils ont tiré là. Ils prenaient les milliards là, ils mettent ça dans des tambours africains. Ou bien ils mettent ça dans les coffres de voitures, ils mettent ça dans les véhicules, et puis ils s'en vont donner ça aux Blancs.
en France. Les Blancs, là, après quand il a été chassé du pouvoir, il vient mentir aux gens quand on l'a obligé. C'est là le Blanc dit que est-ce que vous avez vu un ami pistolet sur sa tête pour lui dire si tu ne donnes pas on va te tuer. Le Blanc lui dit qu'on n'a jamais obligé quelqu'un. Mais tellement Laurent Gbagbo voulait plaire aux Français, tellement il voulait protéger son pouvoir contre les Ivoiriens, qu'il refusait d'aider, dont il refusait d'augmenter les salaires, alors qu'Alassane Ouattara vient d'augmenter les salaires. C'est l'argent volé des politiciens là que Alassane Ouattara va arracher aux politiciens là pour pouvoir payer les salaires, augmenter les salaires des Ivoiriens. C'est ce travail-là qu'on est en train de faire maintenant. Dans un restaurant des bords de Seine, Le Voltaire? Pas le Voltaire, justement, je rectifie. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. Et c'est là que Dominique de Villepin, assisté de moi, avait dit à Laurent, bon voilà, Laurent, nous allons vers une campagne présidentielle 2002, mais il est de tradition que les chefs d'État africains aident les partis politiques français. Là, nous sommes au pouvoir. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous donner un coup de main? Et Laurent Gbagbo de lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème. Le moment venu, tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Alou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Ils ont dit les noms, non? Un blanc qui vient te citer des noms africains et qui dit clairement, ça là encore, vous allez dire que c'est moi qui j'ai inventé. Mais vous avez entendu, 3 millions de dollars américains pendant que les Ivoiriens mouraient de faim. Laurent Gbagbo a préféré donner ça aux Occidentaux. C'est ce que nous savons. Sinon, il y a pire que ça. Donc Gbagbo a participé à hauteur de 3 millions de dollars au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Absolument. Gbagbo ne fait que confirmer ce que j'avais dit en septembre 2011 et la planète médiatique m'était tombée dessus. Je n'ai jamais transporté de valise, je le répète, j'accompagnais des émissaires. Et c'est Eugène Alou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. Je confirme. Et donc, mesdames et messieurs, qu'ils sortent pour venir nous dire que ce qu'on vient de dire là, ce sont des affabulations et que ce sont des choses qui n'ont jamais existé. C'est tout ça là qui a mis l'économie de la Côte d'Ivoire en lambeaux. C'est tout ça qui a conduit le pays à aller être pays PPTE. Et donc là, eux qui ont eu la capacité de faire de la Côte d'Ivoire un pays pauvre très endetté, mais qui avait des 3 milliards de dollars, 3 millions de dollars à remettre à Chirac et à la France, aller leur demander, est-ce que c'est resté sans conséquences? Ce sont les conséquences de leurs mauvaises habitudes là. C'est ça en 2024 là. Ouattara veut corriger avec la Cour des comptes. Ok. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. J'en appelle encore à ces nouveaux opposants du dimanche qui viennent de naître et qui pensent que la Côte d'Ivoire c'est ce qu'eux veulent. Allez demander à Mamadou Koulibaly. Quand lui, il était ministre de l'économie et des finances, dans le premier gouvernement de Laurent Gbagbo, là, allez demander à Mamadou Koulibaly, là, quels étaient les rapports qu'ils avaient avec la France. Leur rapport avec la France était basé sur les scandales financiers. Le rapport entre la Côte d'Ivoire, le régime de Laurent Gbagbo et la France, c'était des rapports qui étaient basés sur les scandales où tout a été offert à la France dans des conditions des plus lugubres, dans des conditions floues, de sorte que les Ivoiriens avaient tout perdu. Les Ivoiriens, quand Mamadou Koulibaly était ministre de l'économie et des finances, dans le premier gouvernement de Laurent Gbagbo, écoutez ce que ce même Mamadou Koulibaly, il fait des aveux. Eux, ils ont tout bradé à la France, mais la France n'a pas accepté de les laisser au pouvoir. Et c'est quand ils ont perdu le pouvoir qui va nous sortir ça pour nous dire ça. Est-ce que Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier? Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy,
par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit il n'y a que vous pour gouverner ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Et donc vous vous souvenez de ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que dans une autre émission, que ce sont les Tidjane Thiam et autres qui ont vendu l'énergie électrique de Côte d'Ivoire qui vont devenir CIE et autres. Mais quand Laurent Gbagbo est venu, lui le vrai panafricain, au lieu de, quand les contrats ont été résiliés là, au moment où on voulait renouveler là, lui, Mamadou Coulibaly était ministre de l'économie et des finances. Gbagbo était là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont que faire des faveurs à la France. Ils ont tout renouvelé. Ils ont oublié qu'eux pouvaient être des panafricains. Ils ont oublié qu'eux devraient prendre l'économie de la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens gèrent. Ils ont tout donné à la France, mais dans quelles conditions? Écoutez, et pour quel objectif? Justement protéger leur pouvoir, mais au détriment des Ivoiriens. Et donc, ceux qui se disent panafricains, allez leur demander, quand tu as été ministre de l'économie, quand tu as été président de la République comme Gbagbo, quand tu as été ministre de l'économie de Laurent Gbagbo, et que vous êtes des panafricains, et que le contrat de l'eau, de l'électricité et de bien d'autres ont expiré, et que vous aviez l'occasion de ne pas renouveler, mais que vous avez renouvelé parce que vous voulez faire des faveurs à la France qui domine l'Afrique et qui pille l'Afrique. Mais qui est dangereux? Est-ce la France ou bien vous qui avez renouvelé le contrat? Répondez aussi à cette question-là. Mais ça s'est passé dans quel contexte? Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté. Vous entendez? Ils ont donné une partie du terminal au port là, cadeau à la France. Aucune difficulté. C'est que la France demandait là, eux ils donnaient seulement. À donner le chantier de Yamoussoukro à Fakouri. Vous entendez, non? Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Vous entendez bien, non? Et les puits de pétrole là, il y a aussi qu'il a donné à Nadi. Souvenez-vous que Nadi, nous dit-on, serait journaliste, une journaliste qui possède des puits de pétrole. C'était dans ces conditions-là. Mais aujourd'hui, quand le président Ouattara vous dit qu'on a aujourd'hui des puits de pétrole, baleines et autres, et on vous dit voilà ce que ça va rapporter à la Côte d'Ivoire. Voilà comment l'économie de la Côte d'Ivoire était gérée. Et c'est tout ça là que Ouattara veut corriger. Et donc là, en 2024, là, c'est tout ça là, votre joie là, c'est tout ça on va corriger. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. Ah, vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous voulez qu'on vous donne du feu, mais nous on a l'enfer à vous proposer. On continue. Ce sont les panafricains qui sont là. Ceux qui vous disent aujourd'hui que le monde là doit changer et que Ouattara a été vendu à la France. Déjà, c'est eux-mêmes qui avaient vendu la Côte d'Ivoire à la France. Et c'est le ministre de l'économie et des finances de Laurent Gbagbo, Mamadou Coulibaly, qui nous dit ça. C'est ces erreurs-là que Ouattara est venu corriger en 2024. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? C'est très paradoxal. Vous n'avez pas essayé de comprendre? L'histoire nous dira ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en savez en attendant? Pour le moment, moi, je ne les juge pas. Je regarde la curiosité et puis j'ai des points d'interrogation sur la tête. Je pose des questions. J'aimerais bien comprendre pourquoi, avec tout ce que le président Gbagbo a pu donner à la France, ces choses-là ont pu arriver. Voyez-vous quelqu'un qui pleurniche, au lieu de chercher à dire, moi, Mamadou Coulibaly, je suis un grand économiste, au lieu de chercher à dire, voilà tout ce que nous avons fait pour les Ivoiriens, pour que l'économie de la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens, pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Aujourd'hui, là, c'est ceux-là qui blaguent les Maliens pour dire qu'ils n'ont qu'à être indépendants. Chers Maliens, moutons, ceux qui vous blaguent pour dire c'est par vous la révolution de la Côte d'Ivoire va passer là. Vive Laurent Gbagbo là. Regardez, c'est Laurent Gbagbo et son groupe qui se plaignent. Pourquoi la France, eux, ils ont vendu la Côte d'Ivoire à la France, mais pourquoi la France ne les a pas soutenus pour les mettre au pouvoir? Et donc, voyez-vous, alors que Mamadou Coulibaly aurait pu dire, moi, je suis un économiste, je suis le ministre, voilà ce qu'on va faire. Et ce que vous avez été incapable de faire là, c'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Mais il le fait avec l'appui des institutions internationales. Et c'est ça qu'on appelle un vrai homme. Et c'est pourquoi il dit prévoir, il dit gouverner, c'est prévoir, mais s'assumer. Lui, Alassane Ouattara, il a déjà prévu et il va s'assumer. Et donc, si on s'est bien compris, on va aller à la conclusion. Il faut donc dire simplement que
Tout ce qu'on vient de vous citer là, PDCI, PPACI, Mamadou Koulibaly, vous avez vu un tas de mauvaises choses qu'on a expliquées. Depuis l'époque de Félix Houphouët-Boigny, non, quand quelqu'un vole l'argent, faut pas le taper, sinon c'est pas bien. La culture du gruyère d'arachide, les dégâts financiers d'Henri Konan Bédié, qui a fait tomber l'économie de la Côte d'Ivoire 2 fois. Après ce que Raphaël Salaire a fait, il a fait tomber le pays dans les années 68-70. Après encore, dans les années 93, il a fait tomber les plus de milliards du président Ouattara, avec les Tidjane Thiam et autres. Et on est venu au PDCI, FPI. Et entre-temps, Laurent Gbagbo qui reconnaît que l'économie était tellement en lambeaux après le PDCI qu'il a fallu qu'il utilise la France comme un intermédiaire pour aller discuter avec la Banque mondiale, le FMI et les institutions internationales. Et eux aussi viennent, le peu qu'ils ont. Vous venez d'entendre son ministre de l'économie, qui va être aussi son président de l'Assemblée nationale pendant de nombreuses années. Ils ne feront que faire la magouille au sommet de l'État. Donc, pour résumer, toute cette magouille qu'on vient de vous raconter, c'est devenu une culture qui a eu une peau très dure. Mais est-ce qu'on peut continuer à gérer un pays comme ça? C'est l'ensemble de ces mauvaises pratiques mises en place par le PDCI, le FPI. C'est ça que le président, le Prado, le président Alassane Ouattara, veut combattre. Parce qu'il sait que si nous ne combattons pas cela, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire même qui sera complètement hypothéqué. Mais est-ce qu'il peut le faire seul? Non. Il le fait avec qui? Il le fait avec le Fonds monétaire international qu'on appelle le FMI. Il le fait avec la BM qu'on appelle la Banque mondiale. Il le fait avec les institutions de Bretton Woods. Parce que le monde est devenu dur. Regardez aujourd'hui, une guerre en Ukraine plombe l'économie mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer les mêmes comportements de désordre et de dégâts? Est-ce qu'on peut continuer? Alassane Ouattara, en financier, en un homme de la finance internationale, il dit voilà où je vais conduire mon pays pour être à l'abri des incertitudes de demain. Mais si je veux faire ce combat-là, la France va me combattre. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'assurer que j'ai le poids du monde entier pour mener ce combat. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, ça ne sera pas, comme je l'ai dit, ce que les opposants ivoiriens pensent. Alassane Ouattara va accepter, comme s'il était maudit, de voter des lois contre lui-même puis se mettre une balle dans la tête. On dit avant de dire aux autres que leur cour est sale, là, il faut balayer devant ta maison. C'est pourquoi lui-même, il faut qu'il ait une gestion qui est largement meilleure à toutes celles qu'on a déjà vues. Mais il va d'abord nettoyer les brebis galeuses de son camp et puis corriger les erreurs au fur et à mesure. Mais ces erreurs-là, puisqu'on ne peut pas anticiper sur l'avenir, mais on peut, à partir de ce qui est déjà passé, corriger les erreurs du passé. Et donc, sachez aussi que tous les régimes qui ont précédé le régime du Dr Ouattara, vous risquez d'être questionné sur ce que vous avez fait et vous serez interpellé et vous subirez les mêmes sorts. Les faux contrats qui ont été signés. Comment voudrez-vous qu'on dise qu'une société qui produit des milliers, voire même je dirais même près du million de cartes d'identité et de passeports, on nous dise que non, eux ne doivent pas payer d'impôts. Ils ne doivent pas payer de TVA. Et donc voilà, ce sont des choses qui ne sont pas justes. Et c'est tout ça qu'on va corriger. Mais si on ne met pas ça au grand jour pour informer les gens, quand on commence le travail là, les gens, les mêmes populations vont dire, ah, Ouattara là, il est devenu méchant. Comme on lui a donné le pouvoir, il est devenu méchant, il ne veut plus voir les Ivoiriens. C'est pourquoi on a fait la Cour des comptes. La Cour des comptes là, il n'y a pas Chicotte derrière eux. S'il y avait Chicotte derrière eux là, ils n'allaient pas voter, ils n'allaient pas mettre des conclusions qui partent contre le régime en place. Donc ça veut dire qu'ils travaillent dans une parfaite liberté d'esprit. Quand ils vont finir de faire ce travail-là, et que tout le monde voit, et que ce qui arrange le gouvernement, ils ont dit, ce qui n'arrange pas le gouvernement, ils ont dit, tout le monde a vu là. Est-ce que quelqu'un peut venir dire encore après? Si Ouattara se lève pour demander à quelqu'un de venir rendre compte, et puis demain on dit, on l'a attrapé, il avait volé 20 milliards, il n'a qu'à payer. Est-ce qu'on peut dire qu'il est méchant? Donc nous ne sommes que dans une phase préliminaire. On est dans la première phase d'information, où c'est tellement nouveau pour les Ivoiriens qu'on veut faire une tempête dans un verre d'eau. Mais sachez que celui qui a initié ça s'appelle Alassane Ouattara. Et donc là, si pour nous c'est quelque chose d'extraordinaire, pour lui ce n'est rien. Lui il fait ça tous les jours dans beaucoup de pays.
Et donc, c'est nouveau pour ceux qui sont dans l'euphorie. Mais votre joie sera de courte durée. Quand des audits financiers vont arriver dans votre camp. Et là, vous allez crier, mais personne ne vous entendra. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On va s'arrêter là et on va d'abord lire l'édito de Mère Blanc. On a été long et on s'en excuse. Mais c'était important qu'on puisse lever tous les équivoques pour que ce qu'on a dit là, s'il y a des garçons, des vrais qui peuvent venir dire qu'il y a un seul élément qui est faux, on va mettre ça sur la place publique. Mais quand tu n'arrives pas à démontrer que le mensonge de quelqu'un est un mensonge, c'est que ce mensonge est une vérité. Surtout une vérité qui est accompagnée de preuves que tout le monde voit et entend. Je crois qu'on ne peut pas donner mieux que ça. Mais contre la mauvaise foi, il n'y a pas de remède. Et la mauvaise foi que vous avez, c'est de voir Ouattara humilié et si possible atteindre un objectif de coup d'État. Mais on est prêt et on vous attend sur ce terrain-là. Et c'est là que vous allez savoir que nous ne sommes pas des enfants de cœur. De la même manière qu'on vous a maté en termes intellectuels, comme je viens de le faire là, c'est comme ça qu'on va vous mater militairement sur le terrain sans pitié. Et donc on écoute ici l'édito de Mère Blanc. Quand elle aura fini totalement, on va donner la parole aux uns aux autres pour pouvoir s'exprimer. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur pro-vérité. Mon audito aujourd'hui a pour titre « Au-delà de l'éthique ». Par définition, l'éthique est l'ensemble des conceptions morales d'une personne. Ainsi définie, nous pouvons dire que chaque collaborateur du président Ouattara devrait faire sien l'honnêteté, le dévouement. Or, il se compte sur les doigts d'une seule main ceux qui remplissent ces critères moraux que sont l'honnêteté et le dévouement au docteur président. Pourquoi? Parce que la politique reste un tremplin aux requins. Ces hommes d'affaires, pour s'attribuer les grosses affaires juteuses à l'échelle nationale. En Côte d'Ivoire, la politique et les affaires sont deux ramifications d'un même tronc. Malgré le fait qu'ils sont pour la plupart de milieux très modestes, donc étant nés eux-mêmes des parents qui ont connu les affres du manque, ils oublient ces détails qui devraient faire d'eux des personnes honorables. Ainsi, une fois au sommet, parfois par reconnaissance ou par un concours de circonstances, tel un reptile venimeux, ils font leur mue. Ils font table rase de leur passé de misérables pour se lancer dans la folle course à l'enrichissement illicite qui les déshumanise. Dès lors, ils ne voient le monde qui les entoure que par le trou de leur nombril. Les autres n'existent plus. Insatiables, au cours de leur dîner, à l'abri des regards indiscrets, ils ne parlent que de gains et de regains. Ils deviennent intouchables, injoignables. Ils oublient leurs anciens condisciples, leurs amis qu'ils soupçonnent de vouloir leur estorquer des sous. Les seules rares fois où on les voit restent celles où ils offrent des mariages insolemment grandioses à leurs enfants avec des traiteurs venus de pays limitrophes. Autant enrichir les non-nationaux, ça aide à se faire connaître au-delà de nos frontières. Mais comment peut-on être heureux quand l'on a assuré l'avenir de ses enfants jusqu'à la 5e génération et fermer les yeux sur les écoliers qui vont à l'école pieds nus, faute de moyens? Comment peut-on se considérer humain quand, pour une rage de dents, l'on se rend aux États-Unis, mais que l'on laisse mourir dans nos maternités des femmes en couche? Dans quel monde sommes-nous? Omnibulés par la fortune, ils sont devenus ignorants de ce qu'est le bonheur, qu'ils jaugent qu'avec des milliards planqués sur leur compte à travers le monde. Ils sont blasés. Ils ne s'estiment heureux qu'en appréciant ce qu'ils n'ont pas, mais ce qu'ils doivent avoir. Et c'est la folle course à l'enrichissement. Autour du président Dr Alassane Ouattara, difficile de le dire, il faut reconnaître qu'il n'y a que des serpents venimeux
qui rôdent autour de lui. Union des prières. À bientôt. Vraiment, merci infiniment à Mère Blanc. Ce qu'elle vient de dire, je crois que c'est la suite logique de ce que nous venons de finir. Si les collaborateurs du président n'ont d'autre modèle que de répliquer les turpitudes du passé pour mettre le Dieu Mammon au-dessus de toute chose, au-dessus de la morale, au-dessus de la dignité et au-dessus même de leur propre intégrité et de la confiance que le peuple leur a placée, sachez que Ouattara ne sera pas un homme qui va rentrer ou qui va manger de cette sauce. Ça, il faut bien le retenir. Et nous autres, nous allons être intraitables. Là où le mal se trouve, on le dira. Quand je cite le nom d'Adama Bictogo, ça gêne certains. Mais est-ce que lui-même n'est pas fier d'être le propriétaire de Sénégal? Est-ce que j'ai un problème personnel avec lui? Pas du tout. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. On a des destins diamétralement opposés. Mais ce que je sais par contre, c'est que quand on avait fini les travaux préliminaires, 1 an avant les élections de septembre, aujourd'hui maintenant je peux casser certains secrets, c'est Claude Saï qu'on voulait prendre comme candidat à Yopougon. Parce que Yopougon, on avait des renseignements que Laurent Gbagbo, puisque son fils a été député, s'il arrivait à prendre Yopougon, ils allaient transformer Yopougon en un Gaza bis pour déstabiliser ou faire toute forme de contestation sauvage. Et donc moi, là, ce qui m'intéresse, ce n'est plus la personne qu'on va nommer, qu'on va mettre comme maire à Yopougon, mais c'est d'abord de sauver des vies. Et après, la décision sera que ça sera M. Bictogo qui va être maire de Yopougon. Que ce soit M. Bictogo, que ce soit M. Claude Saï, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce qui m'intéresse, c'est que la vie des Ivoiriens soit sauvée. C'est vrai qu'en termes de préférence, je connais M. Claude Saï, personnellement, alors que M. Adama Bictogo, je ne le connais pas. Mais en termes d'humanité, je ne préfère ni l'un ni l'autre. Je les préfère tous. Et j'ai du respect pour eux tous en tant que des aînés. Mais par contre, et pour donner encore plus de preuves, tout le monde sait ici, je me suis rendu à Abidjan. Mais le matin des élections, si j'étais contre M. Bictogo, demandez-vous qui sont ceux qui ont maté les 50 premières personnes qui sont sorties pour venir faire les premières contestations avant qu'on ouvre les bureaux de vote. Et donc là, si j'étais contre M. Bictogo, là, on n'allait même pas essayer d'être sur le terrain pour faire ça. À plus forte raison, faire ce qu'on a eu à faire. Et donc, pour moi, je ne juge pas les gens en termes de je l'aime ou je ne l'aime pas. Moi, la première chose qui me guide d'abord, comment est-ce que des vies peuvent être sauvées? C'est la première chose qui m'intéresse. Mais en même temps aussi, on peut détruire de plusieurs manières les vies humaines. Quand on s'accapare d'un pan de l'économie et qu'on siphonne une partie de l'économie pendant des années, à un certain moment, c'est un modèle qui n'est pas glorieux. Et quand la Cour des comptes vient pour mettre ça au grand jour, les noms qui doivent être cités, on doit les citer. Ceux qui ont été des acteurs, on doit dire leur nom. Parce que quand eux font ce mal-là, ça fait mal à quelque part, à quelqu'un. Comme vient de dire Mère Blanc. Au nom du prestige de certains individus, nos mères meurent dans les brousses. Au nom du prestige de certaines personnes. Je l'ai dit, quand tu as déjà milliards là, ton défi n'est plus un défi de survie, c'est un défi de mégalomanie et de grandeur inutile. Parce qu'un être humain qui dit que lui, il a problème de milliards, là, c'est faux. Mais un être humain qui dit j'ai problème de manger, là, ça, c'est un vrai problème. Un être humain qui dit j'ai problème de millions parce que je n'arrive pas à construire une maison, c'est vrai. Mais moi, j'ai problème de milliards, c'est faux. C'est que j'ai volé plusieurs autres milliards. Sinon, là, le milliard, là, c'est juste pour satisfaire son ego. Mais jusqu'à quand on va continuer cette culture? Voilà. Jusqu'à quand on va continuer à tuer les Ivoiriens? Voilà ces questions-là qu'il faut se poser. Et il faut des gens dignes et courageux. Et nous essayons de faire partie de ces personnes-là, comme le président Ouattara. Et nous allons, comme je l'ai dit, moi en tout cas, je vais soutenir le président Ouattara jusqu'au bout. Je ne sais pas les conséquences, mais je ne vais pas reculer d'une seconde.